Docteur Badonou, Armand Aïdjo, pour cette belle introduction. Je suis le docteur Nkili, je suis le modérateur de séance. Et j'ai l'illustre charge de modérer les prises de parole de nos panélistes du jour, qui sont le professeur Roch Ounyeri, qui est professeur d'anthropologie de la santé à l'université d'Abomey-Calavi. Il est directeur du laboratoire d'anthropologie médicale appliquée. Il est également affilié à plusieurs sociétés, à l'instar de la Société française de santé publique, en même temps qu'il est président de la Société béninoise de sociologie et d'anthropologie. Ses thèmes de recherche portent notamment sur les systèmes de santé et les politiques publiques en Afrique, dans le cadre des thématiques comme l'accès aux soins, la logique des soignants, la pratique des malades itinéraires thérapeutiques. Il est auteur de plusieurs publications scientifiques, parmi lesquelles son article co-rédigé avec Françoise Jabot, intitulé Santé néonatale en Afrique subsaharienne, regard pluriel, paru en 2020 dans le volume 32 du bulletin Santé publique. À côté de lui, à ses côtés, nous avons le professeur Akoda Ayewandang, qui est agrégé des facultés de droit. Il est enseignant-chercheur à l'université de Lomé au Togo, et où il a la charge de l'enseignement de recherche juridique en seconde année de master. Il est également auteur de l'ouvrage intitulé Les droits du contrat à travers l'Internet, publié à l'Arcier en 2012, et de plusieurs autres articles, parmi lesquels le contrôle de la validité de l'écrit électronique, l'office du juge. L'activité d'influenceur saisie par le droit togolais. Il est également chercheur associé à l'équipe de recherche en droit privé de l'Université de Poitiers. Il a un blog, ayewandang.tg. Il a été ministre de la communication et des médias de la République du Togo durant la période d'octobre 2020 à septembre 2023. Notre rapporteur, nous faisons un clin d'œil au docteur Kovi Irène Aimé, qui est maître assistante à l'université de Parakou et auteur de plusieurs articles scientifiques, à l'instar de ceux intitulés La mise en danger de la vie d'autrui à l'ère du Covid-19 en droit positif béninois, togolais et français, aussi le droit de loyauté en droit des sociétés commerciales OADA, ou encore la règle morale dans la souveraineté contractuelle. Vous conviendrez donc avec moi que nous avons un panel d'une épaisseur significative à l'effet de nous entretenir sur la thématique retenue pour ce deuxième webinaire dans le cycle prévu par la plateforme AKI Librairie, qui porte notamment sur de l'analyse à la rédaction. Monsieur le professeur Roch Ounyeri, vous avez la parole pour développer sur la thématique du jour. Je vous remercie. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait très plaisir, vraiment plaisir d'être avec vous. Je voudrais remercier mes organisateurs pour l'occasion qui nous a donné d'échanger autour de cette thématique d'actualité dont la pertinence n'est plus à démontrer. Merci également au modérateur pour cette présentation de ma personne relativement précise. Donc, si vous le permettez, je vais partager mon écran afin que vous puissiez voir le PowerPoint. Oui, monsieur le professeur. Vous pouvez partager.
Voilà. Vous m'entendez? Nous vous entendons, monsieur le professeur. Est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Affirmatif. Nous le voyons. Parfait. Donc, on m'a dit effectivement pour cette deuxième conférence d'évoquer un sujet de l'analyse, la rédaction en recherche en sciences sociales. Je vais me présenter, l'orateur l'a si bien dit, juste que j'ai une petite expérience en matière d'éthique de la recherche que j'aimerais bien partager. Moi, je suis au sein du comité d'éthique, membre plénier du comité de l'Institut Pasteur en France. Voilà. Donc, je participe à tout ce qui est comme vaccin dans le monde entier. Je fais pas de communauté qui évalue ça. Tout le monde sait un peu ce qu'est l'Institut Pasteur. Bref, je vais aller à l'essentiel du sujet, structurant mon propos autour de 4 points. Le défi, c'est quoi le défi d'une recherche en sciences sociales ou en sciences en général, vous allez voir. C'est quoi la technique de collecte de données? Rapidement revenir sur ces questions-là, avant de venir sur l'analyse, l'interprétation des données, la rédaction. Pour les 2 premières parties, je vais très vite. C'est quoi un devis? Donc, le devis d'une recherche en sciences sociales, c'est classé pour toutes les recherches. C'est quoi un devis? Un devis, c'est pas le devis du maçon qui doit vous faire un bâtiment, non. Ici, également, l'appel devis. Donc, le document qui justifie la pertinence et décrivant les grands casiers d'un projet de recherche que l'on désire effectuer. On va l'appeler également encore propos de recherche, tout ce que vous voulez. Dans l'objectif de convaincre une ou des personnes ou encore une organisation d'appuyer, d'autoriser ou de financer le projet. Et évidemment, le contenu varie selon le contexte. En effet, quand vous prenez que ce soit la Banque mondiale, que ce soit l'USAID, que ce soit l'OMS, que ce soit même les partenaires nationaux, chaque organisme, chaque programme de financement possède ses propres objectifs, ses propres attentes. D'ailleurs, comme vous le savez, je dirais simplement son agenda. Ces exemples particuliers, si vous soumettez une offre à une structure comme, moi j'ai l'habitude de le faire, les Finlandais qui travaillent un peu sur la résistance antimicrobienne aujourd'hui, les sciences sociales, etc. Ils sont canevas. Donc, c'est des exemples particuliers qu'on doit vraiment suivre. Le devis doit montrer que le projet contribue à l'atteinte des objectifs de cette structure-là. Et quel que soit le contexte, certains éléments doivent apparaître dans le devis de recherche, notamment une problématique claire, voilà, avec les constats empiriques qui sous-tendent. Il faut qu'il y ait un problème. Et comme vous le savez, je le dis rapidement, la science s'intéresse à l'écart à la norme. S'il n'y a pas d'écart à la norme, c'est que vous et moi, chercheurs, nous serons au chômage. Heureusement pour nous, il y a toujours l'écart à la norme. Lorsque le gouvernement dit à tout le monde de porter le casque, lorsque moi je suis dans la rue, je vois que les bilans de porter le casque, moi je suis content, c'est l'écart à la norme, ça. Lorsqu'on dit de porter les ceintures volantes, moi je découvre que les gens ne portent pas les ceintures, voilà, c'est l'écart à la norme. Lorsqu'on dit par exemple de se faire vacciner, que les premiers refusent de se faire vacciner, donc l'écart à la norme sociale, à la norme santé publique, etc. Donc, pour une pratique claire, pour des études de recherche, des questions. Donc, dans tout devis, il y a tous ces éléments-là. Ça, l'autre peut changer, mais il y a vraiment ça. Les questions de recherche, les hypothèses de recherche, les méthodes et les moyens, l'échéancier, le budget, et finalement, les références, même après l'annexe où on a les outils. Je voudrais présenter à titre indicatif comment on structure un protocole de recherche. C'est classique, hein? Je ne dis pas que c'est exhaustif ce que je montre là, mais en général, on doit trouver ces éléments-là. Donc, le titre du protocole, de l'étude, le résumé de l'étude, une introduction, la problématique qui intègre l'énoncé du problème, les questions de recherche, le cadre conceptuel, on en a parlé la dernière fois, les hypothèses, les études de recherche, et une grande partie, l'approche méthodologique, où en santé publique, on parle de matériaux méthodes, on parle d'orientation méthodologique. Et dans l'approche méthodologique, il y a des éléments clés que on doit avoir dans toute recherche que vous allez, dans toute recherche que vous allez, qu'on élabore. Le cas de la recherche, par exemple, doit être bien décrit. Si c'est Cotonou, si c'est Abomey, si c'est l'Afrique de l'Ouest. La nature de la recherche, ce que certains appellent type d'étude. Si la recherche est de nature qualitative, de nature quantitative, de nature mixte, il faut l'indiquer clairement. La population d'enquête. La dernière fois, j'avais parlé de certaines populations clés.
Par exemple, nous travaillons actuellement sur la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Donc, c'est les filles, la population de c'est les filles de 9 Monsieur à le 13 ans. professeur, Oui. oui, monsieur le professeur, il y a un souci avec les diapositives. Nous Ah, ne d'accord. les voyons pas défiler, s'il vous plaît. Ah, Donc, d'accord. ce qui ne nous permet pas de vous suivre Bien sûr. avec le visuel des diapositives, s'il vous plaît. Est-ce que là, vous voyez ce qui est là, le 1, début d'une recherche? Oui, nous voyons. D'accord. Ça également, vous voyez. Oui, monsieur le professeur. Donc, je vais laisser le diaporama long, c'est ça qui empêchait que vous voyez. Et c'est que ça arrive. Donc, je parlais du devis d'une recherche qualitative, donc qui est le document là. Et je j'étais surtout au niveau de. Vous avez vu ça là aussi, vous avez vu ça? Non. Oui, nous voyons le devis nous sommes sur la diapositive devis d'une recherche qualitative. D'accord. Donc, le devis, comme je le disais, ce n'est pas le devis du maçon, du menuisier, mais c'est un document. Et quel que soit le contexte, il y a les éléments clés qu'on voit apparaître dans un devis. Une problématique claire, des objectifs, les questions de recherche, les méthodes et les moyens, les chantiers, le budget et finalement les références ou même les annexes contenant les outils. Ici, j'ai essayé de montrer un peu comment comment le devis se présente. Donc, il y a, pour quel que soit le protocole, il y a toujours un titre, le titre de l'étude de la recherche, si vous le voulez, un résumé, une introduction, une problématique qui contient l'énoncé du problème, les questions de recherche, les cadres conceptuels, on en a parlé la dernière fois. Les cadres posés en sciences sociales sont différents des cadres posés en santé publique, par exemple, les hypothèses, les objectifs. La deuxième grosse partie, c'est la méthodologie. La méthodologie, où en santé, on parle de matériel, méthode, mais nous, en sciences sociales, on continue de parler d'approche méthodologique, d'orientation méthodologique, de fondement méthodologique, si vous le voulez. Il y a des éléments clés qu'on observe dedans, notamment le cadre de la recherche. Donc, il faut pouvoir décrire voilà, si c'est Cotonou, si c'est Abomey, si c'est Paraguay, si c'est la Côte d'Ivoire, etc. La nature de la recherche, que certains appellent type d'étude aussi. Il faut pouvoir décrire est-ce que c'est la recherche qualitative, une recherche quantitative, une recherche mixte. La population d'enquête. Pour le dire, les méthodes d'échantillonnage, si c'est en recherche qualité, on ne va pas revenir sur des détails là, mais sinon, c'est des choses qu'on apprend aussi. Comment les méthodes d'échantillonnage en sciences sociales, par exemple, l'échantillonnage par boule de neige, par choix raisonné, par quota, par choix volontaire. Voilà. Donc, c'est des choses que, si vous voulez, on peut revenir sur ça après, mais ce n'est pas l'objet de la communication d'aujourd'hui. Troisièmement, on doit avoir clairement identifier les techniques et outils de collecte de données. Ici, en sciences sociales, on parle d'entretien. Et dans l'entretien, il y a les entretiens individuels de groupe, etc. Pas d'observation, pas de recherche de cas, etc. Vous devez également décrire les méthodes de traitement et d'analyse des données, le chronogramme, l'équipe de recherche et bien évidemment les aspects éthiques et déontologiques terminés par les références bibliographiques et les années. Donc voilà un peu comment se structure. On n'est pas là pour ça aujourd'hui, donc je ne vais pas insister sur. Sinon, c'est des aspects. Chaque aspect nécessite une conférence. Deuxième point, je voudrais évoquer rapidement en 2 diapos les techniques de collecte de données. Ici, je retiens 4, notamment l'exploitation documentaire, l'enquête par questionnaire, donc ça c'est pas questionnaire, donc c'est le quanti, ça. L'entretien quali, l'observation quali. C'est pas l'exploitation documentaire, c'est une technique qui permet de recueillir les informations existantes dans les documents tels que les registres, les rapports d'activité. Tous ceux qui sont habitués au système de santé, moi j'aime bien les cartes maternelles. Les cartes maternelles sont tenues dans les maternités et ça renseigne tellement d'informations sur les femmes parturientes qui viennent accoucher dans les centres de santé, qui viennent en consultation prénatale, etc. C'est un document très précieux, source d'informations intéressantes pour le chercheur. Donc, elle doit être également fiable, précise et en rapport direct avec le sujet traité. On en a parlé la dernière fois. L'outil utilisé, c'est la grille de dépouillement, la grille documentaire, la fiche de dépouillement, tout ce que vous voulez. Je ne vais pas insister sur ça. La seconde technique, c'est l'entretien. L'entretien est une technique d'enquête qui utilise ce qu'on appelle les méthodes douces d'obtention de réponses. Comme vous le savez, l'enquêteur n'a pas demandé à t'interroger. C'est une évidence, il n'a rien de tangible à perdre ou à gagner de l'entrevue. Mais il faut pouvoir établir un climat de confiance afin d'obtenir les risques d'information et l'entrée en matière capitale dans ce cadre-là. L'enquêteur doit apparaître donc quelqu'un de neutre, le chercheur capable de tout entendre sans interférence, ce qu'on appelle l'effet enquêteur. Moi, j'ai vu des enquêtes où
ou lorsque on demandait un récit de vie pour une femme qui a perdu son enfant, et dans le récit, la dame a pleuré, mais le chercheur aussi a pleuré. Donc, la séance s'est transformée en séance de sanglots, où les deux parties ont pleuré. Après 5 minutes de pleurs, voilà, qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il faut s'arrêter ou bien est-ce qu'il faut continuer l'entretien? Ouais, donc, il faut faire attention à ça, ses propres émotions. Et le chercheur a posé efficacement des questions de relance. L'outil utilisé, c'est le guide d'entretien. Et voilà, il y a un petit rappel, hein, les trois types d'entretien. L'entretien non directif ou libre, l'entretien semi-directif ou structuré, l'entretien dirigé ou structuré. L'entretien semi-directif ou non structuré, l'entretien dirigé ou structuré. L'observation pour terminer, par rapport aux techniques usuelles. L'observation permet de recueillir des attitudes, des comportements et de réaliser un état des lieux. What men do, on doit faire what men do et what men say they do. Ce que les gens font et ce que les gens disent qu'ils font. En déclaratif, on peut vous dire je dors sous moustiquaire, j'utilise les préservatifs régulièrement, etc. Je suis fait vacciner. Mais ça, vous savez bien que les hommes peuvent ne pas être, ou la femme peut dire, moi j'accueille bien les femmes enceintes. Donc c'est what men say they do ça. What men do really. Qu'est-ce que les gens font vraiment? C'est l'observation qui nous permet vraiment d'aller à cela et de pouvoir relativiser ce qui est obtenu en déclaratif. Donc, lorsque la dame me dit, oui, je dors sous moustiquaire, bon, madame, est-ce qu'elle peut venir le soir? Bon, après 32 heures d'échange, nous sommes déjà devenus amis. Je peux dire, madame, est-ce qu'elle peut venir te rendre visite le soir à la maison? Elle va dire, oui, vous venez 20 heures. Et c'est là que vous allez découvrir what men do really. Qu'est-ce qu'ils font vraiment? Vous allez voir qu'il y a un surcharge de moustiquaires sur une seule moustiquaire. Il y a peut-être 5 enfants, 4 enfants, les pieds, c'est une place, hein. Les pieds sont dehors, la tête est dehors, mais on dit qu'on dort sous moustiquaire. Ouais, donc, en regardant, pour relativiser déjà ce que vous avez obtenu en déclaratif dans la journée. Vous êtes dans une autre concession, où il fait tellement chaud que, la dame dit aujourd'hui, il fait tellement chaud qu'elle n'a pas étalé la moustiquaire. Pourtant, la moustiquaire est là, bien en place, elle n'a pas étalé. Vous êtes dans une autre concession, vous voyez que la moustiquaire est tellement déchirée, et comme je le dis, il y a même plus de moustiquaire à l'intérieur de la moustiquaire que dehors. Et c'est donc, ça vous permet de voir what men do. Donc, une constatation exacte d'un fait à l'aide de moyens d'investigation de recherche appropriés. Elle peut être participante ou non participante. Ce n'est pas l'objet de notre discussion d'aujourd'hui. Pour utiliser la grille d'observation. Maintenant, ça, c'est le nom même du sujet. Analyse et interprétation des données en sciences sociales. En fait, lorsqu'on parle de sciences sociales, il s'agit de données qualitatives. C'est des textes, donc des mots, des phrases, des expressions du langage, c'est des images également, parce que, comme on le dit, c'est des éléments d'illustration de preuve. Il faut faire parler le terrain et éviter ce qu'on appelle la surinterprétation. Donc, il faut tout faire pour montrer que ce n'est pas moi qui le dis, voilà, c'est le terrain qui commande. Voilà, et ça, les chercheurs doivent faire attention à cela. Donc, c'est des informations symboliques, les gestes, les tons de voix, les impressions, etc. Ça, les données qualitatives. L'analyse de contenu, c'est la méthode que moi j'utilise, c'est la plus vulgarisée, c'est la plus intéressante de mon point de vue. Quelle méthode qui cherche à rendre compte de ce qu'ont dit les interviewés et de la façon la plus objective possible et la plus fiable possible. Donc, on fera de la rigueur du qualitatif aujourd'hui, au lieu de ça dans son ouvrage, un peu rendre disponible à tout le monde. Donc, la transformation d'un discours oral en texte, puis la construction d'un instrument d'analyse pour étudier la signification des propos. Et là, dans l'analyse du contenu, il y a 3 niveaux. La retranscription des données, moi je suis nous sommes en train de faire 2 études à la fois, et les étudiants sont sur le terrain, font la transcription, etc. Le codage des informations, le traitement des données. Donc 3 niveaux. C'est quoi la retranscription? C'est faire l'inventaire des informations recueillies, les mettre en forme par écrit, c'est ce qu'on appelle les verbatims. Je vais vous donner quelques exemples, vous allez voir. Et en général, quand c'est en fongoué ou bien en bariba, en titamari, et que vous devez le faire en français, transcrire en français mot à mot, il y a 2 tâches là. Traduction, transcription. Ouais, c'est fastidieux. Moi, quand je recrute des étudiants ou bien des chercheurs, parfois je fais une transcription, je paye une transcription à 30 000 francs. Hein. Une transcription, ça veut dire si l'entretien d'une heure et demie, 2 heures, ouais, la transcription se fera en 20 pages au moins, taille 12 interlignes simples. Donc, ouais, c'est fastidieux et ça peut durer, le transcripteur est vraiment expert, c'est 2 jours de travail, 3 jours de travail pour transcrire un seul entretien. Ouais,
Donc, il faut payer cher, on paye 30 000 francs par jour par transcription d'un seul entretien. Donc, on a les verbatims. Donc, ça permet d'obtenir des données brutes de l'enquête. Et c'est notre mot à mot, tout ce qui est l'interview a dit, sans changer le texte, sans l'interpréter, sans abréviation. Sans abréviation. Lorsqu'on lit une transcription, on sait vraiment si c'est bien fait ou pas. On le sait. Ne pas transcrire les discours en propos. Parfois, on dit de le faire aussi. Hein. Je ne vais pas parler de transcription sélective ici. Même les discours en propos, bon, on peut l'éviter. Ajouter des informations additionnelles et non verbales. Par exemple, rire. Voilà, on peut dire rire. Dans la transcription, vous mettez rire. Des moments de silence, voilà, pause, 2 secondes de pause, il faut le dire. Regardez ça là. Moi, je suis en train de faire une étude actuellement dans 3 pays. Donc, je coordonne le pays. Je n'ai pas encore fait le rapport. Mais je vous lis un verbatim. Donc, elle dit, elle est malade. Donc, je cite, hein, elle est malade. Moi, je ne savais pas. C'est l'analyse qui a dit qu'elle avait ça. À l'époque, elle était petite. Elle jouait avec ses amis et puis elle est tombée. Après, elle a commencé à chauffer. Et c'est ça, on l'a envoyée au CHU, ici même. Et on dit qu'elle a du pus dans le poumon, un truc comme ça. Parce que quand elle est tombée, on a dit, il y a eu une infection. Donc, c'est là qu'on a su. Elle avait 3 ans, 4 ans. Parce que c'est un parent d'un ado, parce qu'on travaille sur le VIH avec les ados. Actuellement, on donne ce programme dans 3 pays, comme je l'ai dit. Ça, c'est un ado, par exemple. Celle qui passe, elle est parent d'un ado, ménagère, 45 ans, au CHU de Cocody. On voit un peu comment, quand vous lisez, vous voyez que c'est brut. Donc, c'est l'expression orale qui est traduite comme ça. Donc, ça, il y avait affaire à des chercheurs de haute qualité qui ont pu sortir des verbatims comme ça. Et on sent vraiment que c'est vraiment un propos transcrit vraiment du terrain. Les mots, on a dit, dans le poumon, un truc comme ça, parce qu'elle est tombée, on a dit, il y a eu une infection. Donc, c'est le langage parlé. Voilà. Donc, ça, c'est un premier. Et c'est les circonstances de dépôt de VIH. C'est comme ça que moi, j'ai intitulé. Et j'ai rassemblé tous ceux qui ont, dans tous les 3 pays, tous ceux qui ont évoqué les circonstances de découverte là. Je les rassemblé dans le même chapitre qu'on appelle les circonstances de découverte du VIH. Ici, je vous donne un autre, le vécu du statut. Ça, c'est à Haut-Bénin. C'est très difficile. Voilà que l'enfant est déjà là. On ne peut rien lui faire. J'ai pris longtemps parce que je suis seul. Je n'ai aucun proche avec qui j'ai partagé mon état sérologique jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est juste rester entre ma fille et moi. Mais les médicaments nous aident beaucoup. Donc, une fois que... Et ça, c'est les ados de 15 ans déjà, 15 ans, 16 ans, 17 ans, pas de 13 ans. Donc, même celle qui a 3 ans, là, elle a survécu jusqu'à 15 ans aujourd'hui. Donc, ici, également, c'est un parent, une vendeuse. Ça, c'est au Bénin. C'est extrêmement intéressant. Cette transcription, la qualité de la transcription, c'est là-dessus. Un autre, le dernier, si vous le voulez, pour ne pas vous ennuyer avec les transcriptions, je donne ces exemples pour que vous puissiez voir un peu voilà, comment ça se passe. Et le cheminement de soins. Donc, je suis allé chez les célestes, tout le VIH. Si je vais à la scène, c'est uniquement du sang. Et si on me voit, j'étais chétif, j'étais complètement anémie. Et les gens disent que d'ici peu, le type là va mourir. Et mes gens sont sortis. Ils ont dit qu'ils vont m'amener quelque part. Et ils vont faire les analyses. Vers l'ancien pont. Ils ont fait l'analyse et ils ont commencé par dire tu es séropositif. Voilà. Donc, parents déclarant droit 42 ans sur les. Ça, c'est toujours pour nous. On voit un peu, ça, c'est des verbatims. Donc, là, le contenu commence donc par la transcription des données. Et ça, c'est les transcriptions brutes, ça. Deuxièmement, c'est le codage des informations. Deuxième étape. Explorer ligne par ligne, étape par étape, c'est fastidieux. Hein. Les textes d'interview ou d'observation. Bon. Décrit, classe et transforme les données qualitatives brutes en fonction de la grille, d'une grille d'analyse. La grille est en fonction des objectifs. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le codage fermé. C'est un processus lourd et minutieux fait à la main et pour lequel il n'existe aucun système informatique. Je donne un peu ici une grille d'observation. Exemple de code. Ouais. Le gros chapitre, c'est itinéraire thérapeutique, parcours de soins et conditions d'accès aux soins pour les personnes vivant avec le VIH. Ça, c'est des codes, ça. Donc, un code, c'est étape, type de traitement suivi et acteur concerné. Donc, tout ce qu'il y a comme verbatim, je mets ça sur ce code-là. Deuxième code, perception de la prise en charge, de l'accueil, des conseils et de la confidentialité. Troisième code, accessibilité aux soins, coût du traitement et coût indirect associés.
pour le coût du traitement, parce qu'on sait que le VIH, même si le traitement est gratuit, il y a des coûts indirects liés au transport, il y a le nursing, il y a l'alimentation, donc ce qu'on appelle les coûts indirects. On a voulu documenter cela. Un autre code, c'est le niveau de satisfaction du traitement. Et un dernier code, expérience de la co-infection et de l'hospitalisation et les dispositions prises, y compris les barrières. Donc ça, c'est des codes. Donc, il faut définir les codes qui, en fait, sont plus ou moins une reprise du guide d'entretien qui est attiré tous les objectifs de l'étude, de la recherche. Donc voilà un peu comment on élabore les codes. Et on classe chaque verbatim. Voilà, si vous avez une cinquantaine de verbatim, vous classez des extraits là, voilà, les extraits qui parlent des types de traitements, vous les classez sur ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Troisième étape, c'est le traitement des données. La forme d'interprétation. Le chercheur doit comment il a évalué la pertinence des résultats, établir la comparaison pour permettre ici, la difficulté, c'est surtout rassembler les informations ambiguës, incomplètes et contradictoires, interpréter les similitudes et les différences entre les répondants et parvenir à l'analyse objective. Je vais vous partager avec vous un peu quelques éléments de transcription. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des logiciels de traitement qui sont nombreux, qui s'inventent de plus en plus. Les plus connus sont en France. Moi, je ne suis pas habitué aux deux français là, Alceste et Neurotex. Mais je suis habitué aux méthodes de traitement statistique anglaises, notamment la CLASTI. Je suis très bien habitué à la CLASTI, NVivo aussi un peu. Voilà, donc il y a plusieurs voilà, CAQ, DAS. Il y a aussi QGMiner que je connais aussi un peu, mais la CLASTI, on est très familier à ça au Bénin. Donc, il y a des traitements statistiques, mais on pense que, voilà, moi j'ai vu des étudiants qui pensent que ça va remplacer, mais c'est fastidieux aussi, parce qu'il faut intégrer, il faut d'abord transcrire, il faut intégrer, il faut faire le tri thématique dans le logiciel. Le logiciel ne sort que ce que vous voulez, vous y mettez. Donc, ça c'est aussi fastidieux. Bon, donc, moi, quand j'ai des entretiens de 30 entretiens, je dis c'est pas la peine de s'engager à utiliser ce logiciel-là. Ici, l'interprétation, c'est la partie la plus intéressante et la plus fastidieuse qui nécessite beaucoup d'expérience. L'interprétation implique l'analyse de chaque terme ou catégorie pour comprendre sa signification dans le contexte de la recherche. Cela peut impliquer la mise en relation des résultats, avec des théories ou des modèles existants dans la littérature ou encore la comparaison des données avec les résultats de l'étude. Il est important de valider les résultats pour garantir leur crédibilité. Les techniques comme la triangulation, tout le monde connaît la triangulation des résultats, des données, croiser les données issues de différentes sources. Voilà ce que la littérature dit, voilà ce qu'on a découvert sur le terrain, voilà ces différentes sources. Où les entretiens de validation avec les participants peuvent être utilisés. Je donne un exemple. Regardez un peu ici. Le rapport que je suis en train de rédiger, j'ai fait quand même quelques éléments d'interprétation. En faisant, par exemple, la prise en charge, aujourd'hui, dans les centres de prise en charge, il y a une prise en charge clinique, mais aussi psychologique et sociale. Donc, j'ai dû me rabattre sur cette théorie, le modèle biopsychosocial qui n'est pas de moi, de Engel, pour interpréter, analyser les résultats. J'ai dit, le modèle biopsychosocial, ça c'est un essai de mon analyse, apparaît donc comme un cadre pertinent pour analyser les pratiques de traitement du VIH en Afrique. En effet, selon ce modèle, la santé n'est pas uniquement déterminée par les facteurs biologiques, comme la prise d'ARV, mais également par des facteurs psychologiques, tout ce qui est en termes d'émotions, de croyances et sociaux. Dans ce contexte, la foi religieuse joue un rôle psychologique, parce que j'avais parlé de la religion, voilà. Un rôle psychologique, car elle aide les parents et les enfants à trouver un sens à la maladie et à maintenir une attitude positive malgré les défis. Et une autre analyse, les étapes par rapport au chemin de soins, les étapes par lesquelles, ça c'est l'analyse du chercheur, les étapes par lesquelles les ADVIH, c'est les adolescents vivant avec le VIH, c'est la catégorie majeure primaire de l'étude. Donc, les étapes par lesquelles les adolescents vivant avec le PASS, depuis la découverte de la maladie jusqu'au suivi du traitement, sont très complexes et impliquent plusieurs acteurs. Donc, ça c'est l'analyse du chercheur, l'intérieur du chercheur. La manière dont les soins sont organisés et dispensés tout au long du traitement dépend des circonstances de découverte du VIH. Ainsi, certains adolescents ont commencé à prendre les ARV dès leur naissance et d'autres bien après. Dans tous les cas, le traitement est mis dès lors que le diagnostic est posé et que les parents ou tuteurs ont donné leur avis favorable.
La mise sous traitement RBS systématique, selon le principe, non, c'est pas parce qu'il a inventé le principe, il a fait recours à des données de la littérature, des systèmes de santé, le principe du tester, traiter, une approche consistant à mettre sous traitement systématique toute personne dépistée posée au VIH sans contrainte de limiter au traitement. Donc ça, c'est de chercher ça. Enfin, pour terminer mes propos, la rédaction. On a déjà commencé la rédaction, mais ici, il est juste question que les rédactions doivent être présentées de manière claire, structurée, éviter les fautes d'orthographe, de grammaire, etc. Cela peut inclure des extraits de verbatim. Bon, dans l'analyse, vous faites intervenir les verbatim. Donc, les citations, comme les extraits d'entretien, comme je l'ai présenté là, c'est ça qu'on appelle les verbatim, des photos pour illustrer, des graphiques, des figures, etc. Donc, si je vous montre le rapport que je rédige actuellement sur cette thématique-là, ado et VIH, des photos de Yopougon, des photos du CNH de Cotonou, des photos de Dakar, Sénégal, etc. Les centres de prise en charge. En conclusion, mesdames et messieurs, on est dans un contexte d'enquête qualitative basé sur la combinaison de plusieurs formes de production de données, que ce soit l'observation, l'entretien, les procédés de recension, le recueil des sources écrites, et surtout, retenir que l'enquête qualitative se distingue de l'enquête dite quantitative, fondée sur le traitement statique de questionnaires auprès d'un échantillon représentatif. Voilà, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté. Voilà, je vais être disponible pour la suite. Merci. Merci professeur, pour votre intervention qui a été très succincte, mais très dense sur la thématique de l'analyse à la rédaction. Nous introduisons par la même occasion le professeur Yewadan sur la même thématique, à l'effet d'apporter ses précisions, mais aussi de partager avec nous son expérience dans le cadre de son enseignement de recherche en droit. Merci, monsieur le professeur Akoda, vous avez la parole. Je précise néanmoins que les questions, on les prendra à la fin des interventions. Merci. Professeur Akoda. Je pense que le professeur est là, sauf qu'il a coupé son micro. Professeur, vous avez certainement coupé votre micro. Professeur Akoda, veuillez ouvrir votre micro si vous nous entendez. Je le vois quand même connecté. Je vais essayer de le joindre pour voir. Dans l'intervalle, nous allons prendre, en attendant que le professeur soit avec nous, oui, nous allons prendre... personnes qui soulèvent la main là, on peut les recevoir rapidement, oui. Donc, je disais, dans l'intervalle, nous allons prendre des questions pour la première présentation du professeur Wenyi. Alors, Tianjoa, vous avez la parole, je vous en prie. Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci à la librairie qui nous permet de suivre cette formation très intéressante. Ma question est la suivante. Souvent, j'ai du mal à faire la part entre analyse de contenu et l'analyse thématique. Pourquoi? Parce que il y a dans l'analyse thématique, on parle de thématique. Alors, est-ce que là vous m'entendez? Comme son nom l'indique. Le professeur est là. Est-ce que monsieur Naba ne pourra pas laisser sa question dans le chat pour nous? Ok. Oui, cher professeur, on vous reçoit maintenant.
Oui, est-ce que là vous m'entendez? Très bien. Oui, nous vous entendons, professeur. Bien. Moi, je prends un peu la session au vol et je vais partager avec vous quelques éléments rapides avec les yeux du juriste. Et si j'ai bien compris, à ce stade, on est à l'analyse et on tend vers la rédaction du projet. D'abord, je voudrais remercier les uns les autres qui me font la faveur de m'inviter à cet échange et remercier également les différents participants qui ont pris sur leur temps pour venir nous écouter. Alors, si l'on se place dans la position du juriste, l'analyse va consister pour nous, en tout cas, à mobiliser un certain nombre de données. Et la mobilisation de données consiste d'abord dans une revue de la littérature de façon générale. Je le rappelle bien qu'ici, on est bien d'accord, le thème de la recherche est déjà identifié, le champ de la recherche est bien identifié, les raisons pour lesquelles l'on se lance dans la recherche sont également identifiées, parce que bien souvent, on fait des recherches pour des raisons qui ne sont pas toujours bonnes. Donc il faut sans doute, en ce qui me concerne, insister sur ce point-là, qui impose de définir des paramètres personnels dans le choix du domaine que l'on a retenu ou dans le choix même de la thématique qui mobilise notre attention. Dans le choix de ces éléments-là. Alors, pour revenir à l'analyse, une fois qu'on a choisi le sujet, il faut l'approfondir. Il faut l'approfondir et pour ce faire, il faut d'abord procéder à une revue de la littérature, comme je le disais, en faisant ce qu'on peut considérer comme étant des recherches de découverte. Des recherches de découverte. Les recherches de découverte, en réalité, constituent le premier contact que l'on va avoir avec la documentation autour du sujet. La documentation autour du sujet, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement retourner en bibliothèque, il faut convoquer les nouvelles ressources disponibles, notamment les ressources en ligne. Donc, lire autour du sujet que l'on a choisi. Avec quel objectif? L'objectif, c'est d'abord de vérifier l'état de la doctrine. C'est ensuite de s'interroger, même si on l'a perçu de façon intuitive ou au moment du choix du sujet, de s'interroger sur le point de savoir s'il y a une difficulté juridique. S'il y en a une, comment est-ce qu'elle est traitée? Qu'en pensent les auteurs en doctrine? Et cela nous permet, plus loin, de nous projeter sur la solution que l'on veut apporter à cette difficulté juridique. En tout état de cause, s'il n'y a pas de difficulté juridique, l'on ne s'engage pas dans une recherche. Si l'on ne pressent pas un nœud quelque part, une difficulté, il n'y a pas d'intérêt à s'engager dans la recherche parce que, au prime abord, on est juriste, on n'est pas journaliste. L'exercice qui consiste à cerner le sujet, à dégager les principales références autour du sujet, à faire du traitement documentaire, cet exercice va se réaliser sur différents types d'ouvrages. En gros, vous allez rencontrer des manuels, vous allez rencontrer des encyclopédies, vous allez rencontrer des articles, des monographies. Voilà. Il y a toute une typologie de matériaux disponibles pour nous permettre d'abord de cerner le sujet. De plus en plus, et cela a commencé véritablement depuis les œuvres de Jean Carbonnier, les juristes commencent à descendre sur le terrain, un peu comme des sociologues. Descendre sur le terrain, cela va de soi parce que
la science juridique est d'abord une science sociale. Et si c'est une science sociale, parfois, pour faire des propositions en termes de production législative, encore faut-il connaître les mœurs, les us et coutumes, les pratiques des individus pour adapter la règle ou pour concevoir une règle qui puisse atteindre l'objectif. C'est en cela que l'exercice ou la présentation que vient de faire mon collègue a véritablement un intérêt également pour les juristes parce que cela permet d'aller sur le terrain, d'utiliser les outils du sociologue pour mieux comprendre la société dans laquelle on vit parce que les règles juridiques ont pour ambition de régler ou réguler la vie en société. Comment voulez-vous réguler une vie en société ou en tout cas proposer des solutions à des problématiques sociétales sans connaître les us et les coutumes? Donc il y a deux façons de faire pour rentrer en analyse. C'est d'abord collecter des données et ces données-là peuvent être collectées dans la méthode traditionnelle en consultant la masse de doctrines existantes, mais ces données peuvent également être collectées sur le terrain. Alors à ce stade, je voudrais rapidement attirer l'attention sur peut-être un ou deux éléments très importants. C'est que lorsque vous rentrez, vous commencez à faire ce travail de collecte d'informations, il y a une exigence de discipline parce que la recherche juridique, c'est une action de stratification de connaissances. Donc, il faut pouvoir être en capacité de prendre note de façon précise des références que vous rencontrez, de procéder ensuite à ce qu'on appelle de l'analyse documentaire. Donc, deux éléments essentiels. D'abord, la capacité à faire ce qu'on appelle une fiche bibliographique ou une notice bibliographique. Il est enseigné que la prise de notes permet de ne pas oublier. Et parce que la prise de notes permet de ne pas oublier, il faut s'imposer une certaine discipline dans la collecte de l'information juridique. L'information que vous collectez à travers vos lectures doit être documentée de façon précise parce qu'il faut toujours rendre à César ce qui est à César. Puisqu'on s'appuie sur l'existant pour se projeter vers l'avenir, votre notice ou votre fiche bibliographique va consister à relever sur un document, par exemple, ou sur un ouvrage, l'ensemble des informations qui servent à identifier l'auteur, le titre, l'éditeur, l'année d'édition, le nombre de pages, etc., le numéro international normalisé. Toutes ces informations gagnent à être collectées. Pourquoi? Parce que ces informations vous permettent de vous rappeler que lors de votre collecte d'informations juridiques, vous avez trouvé une information qui n'émane pas de vous, qui émane d'un auteur, qui émane de quelqu'un un prédécesseur, quelqu'un qui a déjà procédé à une analyse sur laquelle vous allez vous appuyer pour construire votre propre analyse. Donc en cela, vous allez relever les informations qui sont contenues dans l'ouvrage. En relevant ces informations, vous vous prémunissez déjà d'un biais. Et le biais en question, c'est le risque du plagiat, parce que le fait de collecter l'information, de la documenter de façon précise, vous permet d'attribuer la paternité à qui de droit sans courir le risque d'un plagiat involontaire. Et ce travail-là doit être réalisé dans un esprit scientifique. Lorsqu'on parle de la collecte d'informations, avant d'en arriver à son analyse, on le sait, l'esprit scientifique doit présider à votre approche. L'esprit scientifique, rappelez-vous, il a été développé dans la philosophie des sciences, notamment par Gaston Bachelard, et qui impose d'avoir une certaine curiosité intellectuelle. Lorsque vous rentrez en recherche, il faut avoir la curiosité intellectuelle.
La curiosité intellectuelle nous permet de sortir des idées convenues. La curiosité intellectuelle nous permet d'aimer la découverte. Lorsque vous n'avez pas cet esprit-là, au moment de la collecte de vos informations, vous pouvez vous exposer à une validation systématique des informations que vous collectez. Donc, l'esprit scientifique, par la curiosité intellectuelle. Évidemment, il faut aimer le débat, et ça, c'est l'essence même de l'esprit critique. C'est une des qualités que le chercheur doit avoir. Aimer le débat, accepter la remise en cause pour pouvoir questionner l'existant. Pour pouvoir questionner l'existant. Il faut toujours avoir les yeux d'enfant lorsqu'on rencontre l'information juridique pour pouvoir s'interroger. Le pourquoi doit être permanent. Le comment doit être notre leitmotiv. Esprit critique. Évidemment qu'il nous faut distinguer de l'esprit de critique qui est plutôt négatif. L'honnêteté et la sincérité, ce sont des qualités du chercheur qu'il faut développer, et pendant votre collecte d'informations, de même que le rejet de toute autorité extra-scientifique, même si cela est discuté, il faut développer ces qualités. Avoir une certaine indépendance dans notre jugement lorsque nous menons notre réflexion. Donc, nous avons collecté les informations, nous avons trouvé des accroches, des raisonnements autorisés sur une série de questions, des références de premier rang, et ce sont ces références-là qui vont nous permettre, le moment venu, de procéder à l'analyse que l'on souhaite faire sur le sujet. Donc notre analyse, elle est double, ou elle est possible de deux façons. Elle peut être réalisée en termes documentaires. Donc l'analyse documentaire va se présenter de telle sorte que nous puissions extraire les idées maîtresses de notre recherche qui répondent à notre problématique de recherche. Autrement dit, on ne peut pas démarrer la réflexion sans avoir un questionnement, une difficulté juridique, je le rappelle, et c'est la problématique de notre recherche. Donc il nous faut pouvoir analyser les matériaux que nous avons collectés, autrement dit, les informations que nous avons identifiées lors de nos lectures, et commencer à tirer des notes que nous avons prises, parce que au moment de la collecte d'informations, nous avons pris des notes qui nous ont permis d'avoir des hypothèses, des ébauches d'argumentation, des idées de plan éventuellement, des citations aussi. Il nous faut tirer de ces éléments-là les grandes lignes directrices de notre approche, les réflexions principales et les questions aussi qui se posent à la fréquentation du domaine que nous avons identifié. Donc c'est ce travail de collationnement des informations que nous avons trouvées qui va nous permettre de procéder à notre analyse documentaire. Là, on n'est que sur les documents. Et comme je l'ai dit, on peut procéder également par analyse des informations collectées sur le terrain. Et en ce moment, je vous renvoie à l'exposé, au brillant exposé qui a été fait précédemment pour avancer vers notre construction de la réflexion que nous avons engagée. Au-delà toujours lors de ce travail d'analyse documentaire, il nous faut être capable, une fois que nous avons fait ce mash-up-là, il faut que nous soyons capables de dégager les grandes lignes directrices de notre réflexion et commencer à asseoir ce qui va constituer l'architecture de notre démonstration. Alors là-dessus, en droit, nous avons développé un esprit qu'on peut considérer comme un esprit manichéen,
nous avons développé le plan bipartite qui nous impose de présenter nos travaux en deux parties. C'est le fruit d'une tradition, c'est le fruit de l'adoption d'un système. Mais rassurez-vous, l'approche bipartite n'est pas absolue lorsque votre travail ou la recherche que vous menez impose de faire un travail en trois parties ou en quatre parties. Il faut pouvoir présenter le travail dans ces termes. C'est le sujet, la problématique qui commande le plan. Le plan ne tombe pas ex nihilo. C'est le sujet, la problématique, puisque la question de droit que vous vous êtes posée va orienter votre approche. Sur un même sujet, il peut y avoir plusieurs façons d'aborder le sujet. Donc cela dépend de vous, des objectifs que vous avez fixés à votre recherche et finalement du résultat auquel vous voulez aboutir. En tout état de cause, la structuration bipartite est un moyen comme un autre de procéder à la présentation. Donc, lorsque nous devons construire notre affaire, il ne faut pas oublier de proposer la démarche à travers un plan. Et c'est la confection du plan qui est tiré de l'analyse des informations que nous avons collectées et qui va nous mener par la suite vers le travail de rédaction. Le plan, pour pouvoir le faire, il nous faut évidemment analyser la quantité d'informations que nous avons pu collecter. On procède à l'évaluation des matériaux que l'on a, évaluation de la documentation, évaluation de la réflexion pour savoir si finalement notre réflexion est assez mûre pour permettre de basculer vers une rédaction. S'il en est ainsi, et ce point-là est pour une large part intuitive, une fois que notre évaluation nous permet de voir qu'on a assez d'éléments pour construire notre plan, il faut procéder à la construction du dit plan. Et ce n'est que à la fin de cette construction que l'on peut envisager la rédaction de notre projet, parce qu'enfin, on a un squelette que l'on va pouvoir habiller, que l'on va pouvoir argumenter pour aboutir au résultat que nous souhaitons obtenir. Alors, voilà vraiment très rapidement quelques éléments que je partage, parce que je le disais tout à l'heure, j'ai été un peu pris sur le fil et je peux apporter des approfondissements en fonction des questions qui seront posées. Merci beaucoup. Merci, monsieur le professeur, pour ces éclairages rapides, mais aussi très, très instructifs. Nous vous remercions et je pense que la phase des échanges nous permettra d'entrer davantage dans les méandres de la recherche, dans leur volet analyse et rédaction. Alors, je m'en vais passer la parole à l'assistance pour tous ceux-là qui souhaiteraient avoir davantage de précisions sur les différentes interventions des professeurs. Alors, monsieur Jérôme Baldé, vous avez la parole. Qu'il vous plaise de bien vouloir vous présenter succinctement afin que l'on prenne le plus grand nombre d'interrogations, vous présenter succinctement et d'aller directement à la question et
de la diriger au besoin vers l'un des intervenants. Merci. Nous allons commencer par une série de 5 questions. Merci. Merci, professeur, pour cette... oui, je disais merci, professeur, pour cette brillante présentation de haute facture. Je me nomme Jérôme Baldé, doctorant en sciences de l'éducation. Et ma question est la suivante. Qu'est-ce qui définit la nature de la recherche? C'est la problématique ou c'est le choix, ou bien c'est un choix personnel? C'est-à-dire, est-ce que ça relève d'un choix personnel? Est-ce que je suis libre de choisir entre la méthode Kelly ou bien la méthode quantitative? Ou bien c'est le sujet qui le définit, ou bien c'est la problématique? Voilà ma question. Merci. Monsieur Bassirou Amidou, vous avez la parole. Monsieur Bassirou Amidou. Alors, Monsieur Tianjoa Naba, merci de prendre la parole, s'il vous plaît. Ok, merci. Je reviens sur ma question que j'avais commencé quand on n'avait pas pu rejoindre au professeur. Il s'agissait de la différence entre l'analyse thématique et l'analyse de contenu quand on parle de l'analyse qualitative. Mais j'ai une deuxième question pour la deuxième intervention du professeur Akoda. Je veux savoir, il a beaucoup parlé de la revue documentaire quand on veut entamer une recherche, mais qu'en est-il de la recherche par l'approche inductive? Merci. Merci. Madame Arimbola Fiono Nantoa, merci de prendre la parole. Merci de m'avoir donné la parole. J'ai 2 questions par rapport à la première intervention. C'est que dans le diapositive du professeur, je n'ai pas pu trouver lorsqu'il a démontré les démarches pour la recherche qualitative, et j'ai pas trouvé, il n'y a pas de retombée de l'étude dans cette démarche. Est-ce qu'on devrait écrire ça dans une recherche? Et une deuxième question, par rapport à la collecte des données, comment peut-on limiter le nombre des interviewés afin d'éviter la saturation? Merci. Alors, Madame Arimbola, permettez-moi de vous relancer. Votre première question, vous la formulez comment exactement? Parce que sous la forme interrogative. Oui. Qu'en est-il des retombées de l'étude dans une recherche qualitative? Merci. Nous prendrons une dernière question. Madame Geneviève Chibozo, merci de prendre la parole. Bonsoir à tous. Ma question, elle s'adresse au professeur Ayo Adam. Et je voudrais demander si ce sont les objectifs. Ma question rejoint en quelque sorte la question du deuxième intervenant, mais d'une autre manière. Est-ce les objectifs qui permettent d'identifier la méthode ou bien c'est la problématique? Parce qu'au niveau de la méthode à appliquer au travail, il semble qu'on a un peu, je constate que beaucoup de personnes ont de difficultés à cet endroit par rapport à la démarche méthodologique
qu'il faut appliquer pour pouvoir régler et résoudre le problème. Je vous remercie. Merci bien. Ça va. Nous allons demander aux intervenants de répondre successivement à cette première série de questions. Nous allons commencer par donner la parole au professeur Roch, à qui sont dirigées la plupart des questions, notamment la première. Qu'est-ce qui définit la nature de la recherche? Professeur, vous avez la parole pour réagir aux questions qui ont été dirigées vers votre intervention. Merci. Cher modérateur, vous me permettez? Il a signalé qu'il a un petit problème de connexion qui tournait là et qu'il va régulariser rapidement. Donc, je propose qu'on commence par le professeur Ayo Adam, qui est toujours en ligne, le temps qu'il confirme sa présence, s'il vous plaît. D'accord. Merci pour cette précision. Monsieur le professeur Akoda, vous avez deux questions qui vous ont été adressées, notamment la dernière. Est-ce que les objectifs quels sont les objectifs qui permettent d'identifier la méthode, ou est-ce la méthode ou la problématique qui permet d'identifier les objectifs d'une recherche? Ça, c'est la première question de Madame Geneviève. La seconde étant, qu'en est-il de la recherche inductive? Merci. Très bien, je vous remercie. Alors, j'avais noté en première question la question relativement à la méthode inductive, justement. Et sur la méthode inductive, peut-être un léger préliminaire pour indiquer que pour les juristes, il y a un certain nombre de méthodes d'approche des faits textuels et des phénomènes observables qui peuvent être qui sont susceptibles de constituer une démarche de recherche. Donc, on a plusieurs méthodes possibles. Et en faisant cela, je réponds un tout petit peu à la seconde question aussi, mais je reviendrai avec précision. Donc, vous pouvez utiliser la méthode analytique, la méthode synthétique, la méthode déductive, la méthode inductive, systémique, expérimentale, dialectique. Il y en a. Il y en a beaucoup. Alors, spécifiquement sur la méthode inductive en droit, on a un petit problème. On a un petit problème, peut-être pour l'Assemblée, revenir sur la définition de la méthode inductive, qui reste une opération mentale qui va nous permettre de passer des faits à la règle. Autrement dit, des cas singuliers aux propositions plus générales. Cela voudrait dire que lorsque vous êtes en recherche, de remonter par le raisonnement vers des faits plus généraux ou vers des hypothèses plus générales à partir d'indices particuliers que vous auriez réunis lors de votre phase de documentation. Donc pour cela, il faudrait procéder par analogie, procéder par inférence. Voilà. Donc, la méthode inductive en droit, elle est débattue. Parce que beaucoup considèrent que, et cette considération, elle est faite toujours en regard avec la méthode déductive, qui est le socle même du syllogisme, et qui, en droit, est utilisée de façon abondante, la méthode déductive. Donc, en droit, on considère que la méthode inductive favorise un raisonnement qui peut perdre en rigueur. D'accord? Mais attention, ce n'est pas parce que on considère que la méthode inductive est moins rigoureuse que la méthode déductive, par exemple, qu'elle n'est pas utilisée en droit. Elle est utilisée. Pourquoi? Parce que dans bien des cas, l'on est obligé finalement de partir de cette observation des faits, de partir d'indices pour pouvoir se projeter dans le raisonnement que l'on peut faire. Une hypothèse peut être induite de façon intuitive,
D'accord? Donc, on va examiner des éléments qui ne sont pas nombreux, certes, mais que l'on considère comme significatifs, et on va aboutir à un résultat. Ce résultat peut figurer simplement un postulat. Et sur le postulat, on peut construire. Donc, la méthode inductive n'est pas à balayer d'un revers de la main de façon spontanée en droit, elle peut être utilisée. Cela me permet même de questionner une autre méthode en droit, la méthode expérimentale. Lorsqu'on parle de la méthode expérimentale, on peut penser qu'elle ne pourrait pas prospérer en droit. Et en définissant de façon précise la méthode expérimentale, oui, il y a des raisons de croire qu'elle ne prospérera pas. Vous prenez la méthode expérimentale, elle donne le primat à l'expérience. Il faut valider au moins 4 étapes: observation, classification, hypothèse et vérification. Alors, dit comme cela, on peut l'éjecter de notre bibliothèque. Mais, au fond, comment procède le droit? Le droit procède par l'observation. Et au lieu et place de la classification, le droit va faire de la qualification, va qualifier les faits qui ont été observés, et de la qualification, on va générer une catégorisation. On va mettre les faits observés dans une catégorie. Et cela va nous permettre d'identifier le régime qui est applicable, que l'on peut considérer comme l'hypothèse et la vérification. Donc, vous voyez bien que les sciences ne sont pas fermées. Il y a un vrai dialogue qui se met en place entre les différentes sciences. Alors, pour ce qui est de la seconde question, la méthode à appliquer à un problème de droit diffère de la méthode à appliquer à la recherche tout entière. Parce qu'au fond, il n'y a pas de méthode unitaire à appliquer à un problème de droit. Lorsque vous posez une question de droit, vous souhaitez répondre à cette problématique, plusieurs méthodes vont s'offrir à vous en fonction du point que vous voulez développer. Lorsque vous prenez un travail de recherche, il n'y a pas une seule méthode ou une méthode unique ou unitaire. On peut bien entendu utiliser de la dialectique, on peut bien entendu utiliser de la méthode inductive, par exemple la méthode objective. D'accord? La méthode objective, elle préside à toute espèce de recherche. N'importe quel type de recherche doit, en tout cas si elle se veut scientifique, doit respecter la neutralité axiologique. Donc, vous ne pouvez pas faire une recherche militante, par exemple, en étant dans la passion. Donc, vous voyez bien que plusieurs méthodes peuvent se retrouver à être au cœur même de la réponse ou de la construction de la réponse à une problématique. On ne peut pas s'arrêter sur une seule méthode à appliquer. Voilà quelques éléments que je voulais partager avec vous, en attendant là aussi des approfondissements éventuels. Merci. Merci, professeur. Nous rappelons que le professeur Roch, pour l'instant, est indisponible et toutes les questions qui sont dirigées vers son intervention, nous vous suggérons de les mentionner dans le chat pour qu'elles puissent être soigneusement relevées et portées à son attention dès lors qu'il sera de nouveau avec nous, pour ne pas altérer votre pensée ou encore la sincérité de vos questions. Nous allons poursuivre avec la suite de série de questions à l'adresse du professeur Akoda. Alors, Monsieur Bassirou, vous avez la parole. Monsieur Bassirou. Monsieur Bassirou, si vous nous entendez, ouvrez votre micro, s'il vous plaît.
Il a certainement levé sa main sans s'en rendre compte. S'il y a d'autres préoccupations, vous pouvez les soulever. Ok, vous avez une question dans le chat, je pense, oui. Alors, moi, j'ai une question. Anjoa. J'ai toujours une question. J'ai mentionné, comme vous l'avez dit, comme il n'est pas disponible, c'est pour cela que je l'ai mentionné. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Oui, Madame Geneviève. Oui, je voudrais revenir sur ma question. En fait, je voudrais comprendre quels sont les critères qui permettent de choisir ou bien d'identifier la méthode à appliquer. Parce que vraiment pour la méthode, c'est que oui, on a la documentation, surtout chez nous les juristes, on a la documentation, on a la méthode inductive, on a la méthode déductive, mais quels sont les critères? Quels critères permettent de dire que face à ce sujet de recherche, je vais appliquer la méthode déductive. Face à ce sujet de recherche, je vais appliquer la méthode expérimentale. Face à ce sujet de recherche, je vais appliquer la méthode inductive. En fait, c'est ce que je recherche. Quel critère permet d'identifier la méthode à appliquer? Je vous remercie. Merci à vous pour votre question. Y a-t-il d'autres questions dirigées, adressées au professeur Akoda? Professeur, nous vous prions de prendre la parole. Très bien. Alors, sur la question des critères qui vont présider au choix de la méthodologie ou de la méthode, méthode d'analyse à utiliser, moi, il me semble que le premier critère, c'est de connaître les différentes méthodes dont on parle. Le premier critère, c'est de connaître les différentes méthodes dont on parle. Lorsque vous prenez une méthode, elle a une définition, elle a un modus operandi, elle fonctionne d'une certaine façon, une méthode. Alors, l'exercice va consister à prendre notre questionnement et à nous demander, mais qu'est-ce que j'ai sous la main comme matériau? Quel est l'objectif que je vise dans ma recherche? Si je prends par exemple la méthode déductive dont nous parlons, la méthode déductive enseigne qu'il faut partir de propositions ou d'une proposition qu'on va considérer comme prémisse, et de cette proposition-là, on va en tirer un résultat en appliquant cette proposition ou en appliquant des faits à cette proposition. Par déduction, on va pouvoir tirer une solution. Mais si dans ma recherche, je n'ai pas de prémisse pour pouvoir faire mon travail, mais je ne peux pas appliquer la méthode déductive. Je prends par exemple la méthode dialectique. La méthode dialectique, vous la connaissez tous. Elle nous permet d'envisager une chose et son contraire avant d'en déduire une synthèse. D'accord? Ce qui veut dire qu'elle peut être un peu passe-partout en fonction de ce qu'on veut faire. On prend par exemple la méthode systémique qui nous impose de considérer l'objet d'étude comme un système, c'est-à-dire un ensemble d'éléments complexes en relation de dépendance réciproque. Alors, si je prends un objet d'étude qui est unitaire, qui n'est pas composé d'éléments,
complexe, je ne peux pas utiliser la méthode systémique. Donc, pour moi, les critères dépendent de l'objet de notre recherche, du questionnement de droit qui va conduire notre recherche et des objectifs que l'on s'assigne. Ce qu'on a sous la main comme matériau va nous imposer cela. On parlait tout à l'heure de la méthode inductive. On ne peut pas faire de l'induction sans avoir des indices. Ce sont ces petits indices qui vont nous projeter vers une généralisation. Et tant qu'on n'a pas ces indices-là, cela voudrait dire que la méthode inductive, il ne faudrait pas qu'on s'aventure là-dessus parce qu'on n'a pas les éléments nécessaires pour pouvoir appliquer une telle méthode. Donc, pour moi, les critères, c'est d'abord la connaissance des différentes méthodes. Les plus saillantes, c'est celles qu'on a citées. Ensuite, le questionnement qu'on a, les matériaux qu'on a sous la main en termes d'informations juridiques, avant d'aller plus loin vers l'application. Merci. Merci, monsieur le professeur. Madame Geneviève, j'espère que vous êtes satisfaite des éléments de réponse apportés par le professeur. Vraiment, je suis très satisfaite. Merci, professeur. Nous vous remercions. Y a-t-il d'autres participants qui aimeraient avoir des précisions quant à l'intervention du professeur Akoda? Dans l'affirmative, je vous prie de bien vouloir lever la main. Pour meubler, Alors, le modérateur, oui, professeur. Partager un élément un élément de recherche. Aujourd'hui, de plus en plus, la recherche se fait en ligne, notamment, parce qu'il y a de la documentation de qualité que l'on peut retrouver en ligne. Et encore faut-il pouvoir trouver cette documentation-là. Et le réflexe, souvent, c'est d'utiliser les moteurs de recherche classiques. Pour ceux qui se lancent dans la recherche, il faut ouvrir son esprit. Il n'y a pas que Google dans la vie, il y en a beaucoup d'autres. Et plus vous variez votre recherche à travers différents moteurs de recherche, plus vous avez accès à de la documentation foisonnante, entre autres. Il n'y a pas que de la documentation payante, il y a de la documentation gratuite aussi en ligne. Il faut pouvoir aller les chercher. Maintenant, lorsque vous allez sur un moteur de recherche et que vous êtes chercheur, la recherche simple ne vous concerne pas. La recherche simple concerne le citoyen normal, entre guillemets, le citoyen lambda. J'aime pas trop cette expression, mais bon. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la recherche experte que vous retrouverez toujours sur tous les moteurs de recherche. Il y a cette possibilité-là. Il faut aller sur la recherche experte. Pour quelle raison? Parce que lorsqu'on fait une recherche en ligne, on peut être exposé au bruit ou au silence. C'est-à-dire, vous allez trouver tellement d'informations que vous ne pourriez pas les utiliser. Ou alors, vous n'allez pas trouver d'informations du tout. N'oubliez pas que sur Google, par exemple, il y a la technique d'achat de mots-clés, les AdWords. Lorsque vous allez lancer une recherche, on va parler de Dune, par exemple, D-U-N-E. Si, par exemple, un hôtel s'appelle Hôtel Dune, le propriétaire de l'hôtel peut acheter le mot-clé Dune dans la localité où vous êtes, s'il y a un hôtel qui s'appelle Dune. Ce qui veut dire que les premières pages qui vont s'afficher, ce sont des pages sponsorisées, qui n'ont forcément pas de relation immédiate avec votre recherche. Et si vous n'êtes pas patient, l'information qualitative que vous allez trouver est peut-être à la 6e ou à la 7e page. Donc, vous allez ouvrir la première, la seconde, la 3e, et puis vous allez vous lasser et partir. Alors que, si vous allez dans la recherche experte, vous allez pouvoir identifier le type de document que vous voulez, l'espace-temps que vous avez ciblé, la qualité
de documents que vous cherchez, en tout cas, vous allez réduire de façon importante le nombre ou la quantité d'informations qui va arriver. Donc, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on rentre en recherche, parce que l'utilisation des outils informatiques est aujourd'hui très répandue. Merci, monsieur le modérateur. Monsieur le modérateur, vous avez coupé votre micro certainement. Bon, en attendant qu'il revienne, Madame Geneviève, oui, vous avez la parole, s'il vous plaît. Je voudrais demander au professeur, comment peut-on classifier les documentations en ligne? Parce que là aussi, nous avons un souci. Et parfois, on fait les recherches, on ne les enregistre pas. Après, il faut revenir sur la même recherche. On fait cette même recherche plusieurs fois et c'est toujours, on revient sur les mêmes documents plusieurs fois. Donc, je voudrais demander quelle astuce utiliser pour pouvoir, pour ne plus revenir sur les recherches qu'on a déjà effectuées en ligne une fois qu'on les a déjà enregistrées. D'accord. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, on vous comprend très bien. D'accord, ok. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Pour moi, l'exercice de la collecte d'informations en ligne n'est pas très différent de l'exercice de la collecte d'informations matérielles. Lorsque vous allez sur un site et que vous trouvez une information pertinente, il faut que vous puissiez vous ménager la possibilité de documenter cette information-là. Donc, la source, vous devez la noter. Et ici, la source, c'est l'URL qu'il faut copier, tout simplement. Il faut copier et coller sur un document qui vous sert de document de prise de notes. Il faut indiquer la date de votre consultation, la date de fraîcheur, et maintenant prélever l'information qui vous semble de qualité, information qui vous semble utile, et la mettre dans un document Word que vous enregistrez. C'est exactement la même chose qu'on fait lorsqu'on traite des ouvrages manuellement. La question de la prise de notes, elle est très importante. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations en ligne que, évidemment, il faut se méfier. Il y a des sites qui sont fiables, d'autres qui le sont moins. Les sites institutionnels ont cette présomption de fiabilité qui nous permet de compter ou de pouvoir les citer sans difficulté. Donc, ceux-là, il faut les privilégier. Maintenant, les sites qui sont commerciaux, sauf à être des éditeurs juridiques, il faut peut-être se méfier un tout petit peu et toujours vérifier l'information que l'on collecte sur ces sites-là. Mais pour votre question, moi, je pense qu'il faut procéder comme on le fait avec les consultations physiques. Merci. Merci, professeur. D'accord, merci beaucoup, professeur. Bon, à la suite de l'intervention du professeur, je voudrais me permettre d'aborder quelques éléments complémentaires concernant les recherches en ligne. Le professeur faisait état de ce qu'il n'y a pas que Google, qu'on utilise également pour les recherches. Il y a le moteur qu'on appelle Google Scholar, qui est l'un des moteurs de recherche académique les plus populaires et qui indexe de façon spécifique les articles scientifiques, les thèses, des livres, des prépublications et même des citations.
Mais nous avons aussi, bon, l'avantage avec Google Scholar, c'est que vous avez accès à une base de données multidisciplinaire. Vous avez la possibilité, enfin, la fonction de suivi des citations pour, d'une manière ou d'une autre, mesurer l'impact d'un article. Vous pouvez l'intégrer donc avec des bibliothèques universitaires. Mais la limite, c'est qu'il y a certains articles qui sont payants ou nécessitent un accès institutionnel. Mais nous avons aussi PubMedia, qui est spécialisé dans les sciences biomédicales et la vie. C'est vrai que c'est géré par l'Institut ou la Bibliothèque nationale ou la Librairie nationale de la médecine qui est aux États-Unis. Mais vous avez accès à des millions de références, de résumés, d'articles, ou encore à des liens vers des articles intégrales lorsque c'est disponible. Mais nous avons, la limite principale, c'est que c'est axé sur les sciences médicales et puis les sciences méthodologiques pour ceux qui sont en droit ou autres. Mais nous avons également Web of Science, qui est une plateforme puissante, je le rappelle, pour la recherche académique et qui offre un accès à des bases de données multidisciplinaires. Il couvre généralement les sciences sociales, les arts, les humanités et autres. La limite, c'est que l'accès est payant. Alors, mais nous avons aussi d'autres, comme Distor, qui a une bibliothèque numérique, Saint-Direct, qui a aussi une plateforme de l'éditeur Elsevier. Mais nous avons aussi ResearchGate, qui donne accès à des articles intégrales et autres. Donc, il y a beaucoup de plateformes de bases de données ouvertes comme Keninfo et puis plein qu'on peut utiliser pour les recherches. Bon, quand je vais revenir sur Google, puisque c'est ce qui est le plus utilisé, ok, il y a aussi la bibliothèque numérique à Quelle Librairie. Merci, M. Addicien, d'avoir appelé. Il y a aussi la bibliothèque à Quelle Librairie qui aujourd'hui est en train de performer. C'est vrai que ce qui est en ligne actuellement est retiré, le temps de le rendre beaucoup plus accessible. Je pense que dans les prochaines heures, ce sera disponible. Alors, si je viens sur le moteur de recherche Google, vous savez, la recherche pour avoir des données de façon spécifique, je parle bien sûr sous le contrôle du professeur Ajoadan, pour avoir des données beaucoup plus spécifiques, il faut saisir des mots-clés. Et puis, lorsque vous voulez faire des recherches avancées, il faut utiliser des guillemets pour rechercher une expression exacte. Et vous pouvez aussi utiliser l'opérateur cite. Deux points, et puis vous mettez la plateforme sur laquelle vous voulez faire vos recherches. Je vais donner un exemple. Je suppose que je vais faire recherche sur la plateforme lemonde.fr. Je mets site. Enfin, je mets site, deux points, lemonde.fr. Et si mon domaine de recherche est le droit numérique ou droit numérique, je mettrai simplement cela et je lance. Alors, ça ira chercher sur cette plateforme tout ce qui est disponible, qui parle de mon mot-clé, qui n'est rien d'autre que droit numérique. Je peux aussi utiliser l'opérateur file type, c'est-à-dire fichier type, qui recherche un type de fichier spécifique. Je prends le cas où je recherche un rapport sur le climat. Je mets rapport climat, file type, .pdf. C'est-à-dire, en fait, au moteur de recherche, écoutez, il recherche un rapport
sur le climat, mais il veut que ce soit un fichier PDF. Alors, je peux utiliser les barres de 8 pour exclure, les barres de 6, j'allais dire, pour exclure un thème. Je vais prendre un cas. Je cherche un ouvrage sur le droit du numérique, mais je veux exclure intelligence artificielle. Mon barre de 6 dans l'onglet guillemets en mettant droit du numérique, barre de 6, intelligence artificielle, voudra simplement qu'il fasse ses recherches, mais écoutez, je n'ai pas besoin des résultats qui vont inclure intelligence artificielle et autres. Mais l'autre manière aussi qui est le moins utilisée, lorsque vous utilisez un ordinateur, c'est de copier une image et vous mettez l'image dans la barre de recherche, vous lancez. Ça permet de rechercher sur toutes les plateformes les données qui ont des références à cette image. Alors, de façon concise, de façon précise, ce que je veux dire, c'est d'utiliser des mots-clés précis et éviter des thèmes vagues. Il y a Zotero pour revenir un peu à la classification, donc à l'organisation donc de la documentation. Pour faire un plus à ce que disait le professeur, il y a Zotero, enfin que moi j'utilise le plus que je connais. Je sais qu'il y en a plusieurs d'autres qui vous permettent d'avoir de la documentation organisée. Alors, pour les chercheurs, enfin, ceux qui sont au niveau licence ou master, il y a une astuce que j'avais suivi le professeur Noël Badji, sorti un jour, qui disait, il faut, si vous voyez que vous n'arrivez pas à utiliser des outils technologiques numériques et autres comme Zotero et autres, il faut avoir la facilité d'avoir un dossier sur votre ordinateur qui vous permet de classifier la documentation. Bon, en droit, pour nous, on sait que basique, on nous a parlé de plan bipartite, mais donc le professeur vient rajouter que ce n'est pas dogmatique, qu'on peut trouver meilleur. Mais je crée un dossier que je nomme, je suppose que je veux faire une recherche sur l'intelligence artificielle, bien entendu. C'est désormais mes sujets de recherche. Et je nomme le dossier intelligence artificielle, bien entendu. Mais dans ça, je classe, puisque moi, je veux partir sur un plan bipartite, partie 1, partie 2. Je classe d'abord en partie 1, partie 2. Les ouvrages généraux que je veux utiliser pour la partie 1, je les classe dedans. Les ouvrages spécifiques pour les titres 1, titre 2, ou encore les chapitres 1, chapitre 2 et tout, je les classe. Ça me permet, dès que je reviens en fait dès que j'ouvre ce dossier, je sais à peu près les documents auxquels j'aurai accès. Je le dis parce que lorsqu'on fait des recherches, par exemple, sous une thématique donnée, et qu'on recherche peut-être sur la partie 1, il y a des documents qu'on trouve, qu'on se dit, mais ça peut intéresser ma seconde partie, ma deuxième partie, ou encore ma troisième partie, ou encore ça peut intéresser mon paragraphe 1 et 2. Et vous n'êtes pas sûr de revoir en fait ce document une autre fois. Et donc, télécharger, le mettre dans mes dossiers, en tout cas, c'est des astuces que moi j'utilise le plus rapidement. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Je vais clôturer rapidement mon intervention par les bases de données ouvertes. Par les bases de données ouvertes. Alors, je vais juste donner quelques-uns, partie un peu du système anglais, puisque le constat est que nous avons beaucoup de documentation en anglais qui sont énormes d'ailleurs, mais nous n'avons pas assez en français. Je ne parle pas seulement du droit, je parle bien sûr des artistes scientifiques et autres. Alors, nous avons le data.gouv que j'utilise généralement pour avoir des données en anglais, mais nous avons aussi Eurostat,
hein, et puis UN Data pour des données des Nations Unies. Pour ceux qui font des recherches sur des questions de développement économique et social dans le monde, il y a la plateforme de la Banque mondiale data.worldbank qui regorge énormément de données, hein, des données sur la pauvreté, l'éducation, la santé, enfin, l'économie, le développement politique, les analyses de politique publique et autres. Mais nous avons aussi Dryad qui a aussi un référentiel, il faut mentionner. Alors, nous avons oui, je vais partager tous ces liens avec vous, certainement dans une publication sur LinkedIn et autres, ou encore sur les différents groupes, enfin dans les différents groupes WhatsApp. Je disais pour les bases de données environnementales et climatiques, nous avons le CAPENA suisse, Open Access Hub, je vais partager, qui émet des données satellitaires sur l'environnement et le climat. Nous avons aussi le Centre national d'information environnementale et puis beaucoup d'autres. Maintenant, pour les données économiques et financières, nous avons la plateforme du Fonds monétaire international qu'il ne faut pas oublier. Nous avons la plateforme de l'OCDE pour les données sur les pays membres de l'OCDE. Nous avons aussi la plateforme ProData pour les données de santé médicale et le CDC Data, toujours pour les données de santé. Bon, maintenant, pour ceux qui sont dans le domaine géographique et cartographique, nous avons l'OpenStreetMap et puis nous avons le Natural Data. Bon, voilà. Pour nous, enfin, pour d'autres qui sont dans des bases, enfin, font des recherches sur la culture, l'éducation, il y a la plateforme de Europna et puis il y a d'autres. Donc, c'est pour dire, voilà un peu ces différentes plateformes que je me permets vraiment de partager. Je vais partager les ressources avec la communauté. Je ne sais pas si le professeur a quelque chose à ajouter à cela, professeur Ayoadan. Je vous laisse la parole. Hein. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que c'était assez complet. Peut-être pour les juristes de regarder openedition.org qui fait book. Il y a un démembrement book Open Edition. Il y a également les archives ouvertes qui sont disponibles gratuitement. Vous pouvez trouver des ouvrages, vous pouvez trouver des articles. On a parlé de Kern, on a parlé de percé.fr. On peut ajouter gallica.org, qui est un site français, mais qui marche très bien. Ce que l'on peut regretter, c'est que pour le moment, effectivement, on n'est pas encore une plateforme à l'échelle africaine qui nous permette de trouver nos ressources, mais je sais que c'est work in progress. Cela va venir. D'accord? Voilà, quelques éléments vraiment très rapidement. Merci, professeur. En faisant, modérateur, une minute, en faisant un petit complément à l'intervention du professeur, il fut un moment où je faisais des recherches sur les plateformes de données ouvertes purement africaines. J'en ai trouvé quelques-uns. Bon, bien entendu, il y a un peu de difficulté sur les accès, soit c'est beaucoup limité, soit des questions de sécurité se posent et tout. Il y a par exemple le African Open Data Platform, enfin, qui est purement structuré, je vais dire, pour la Banque africaine de développement et qui regorge beaucoup de données. Et après, nous avons l'Open Data for Africa. Bon, il y a aussi la plateforme du Kenya, là, Kenya Open Data Initiative. Je ne sais pas si c'est toujours opérationnel. Donc, bien entendu, dernièrement que j'ai utilisé, j'ai eu un peu de problème. Voilà, il y a ces petites plateformes-là qui, je pense, à mon avis, pourraient faire un complément. Je vais peut-être faire des tests sur les différentes plateformes et avoir un point complet que je pourrais partager peut-être avec la communauté et avec vous, chers professeurs.
Bon, cher modérateur, c'est bon, j'ai fini mon intervention. Alors, professeur Akoda, souhaiterions vous entendre sur la sincérité de l'analyse dans la collecte des données à l'épreuve de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à propos, professeur? Merci. Alors, moi, il me semble qu'il nous faut revenir à ce que nous souhaitons faire aujourd'hui de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est un outil. L'intelligence artificielle, c'est un outil. Et en tant que tel, c'est un outil qui est entre nos mains pour faciliter notre recherche, pour nous permettre d'avoir une recherche rapide, une recherche panoramique à 360 degrés, alors que si nous menions cette recherche de façon classique, nous perdrions beaucoup plus de temps. Ce qui veut dire, en fin de compte, que l'utilisation de l'intelligence artificielle ne change pas la démarche du chercheur. Le chercheur doit rester sincère dans son approche de la recherche. L'intelligence artificielle aujourd'hui va nous permettre d'aller, de résumer facilement un texte, même de proposer un plan, même si, et cela est une parenthèse, moi aujourd'hui je l'observe, quand mes étudiants en droit commencent à travailler sur un sujet et qu'ils vont convoquer l'intelligence artificielle leur donne des éléments. Et toutes les fois qu'ils me présentent les éléments, j'arrive à détecter que le travail a été réalisé par l'intelligence artificielle. Pour une raison simple, parce que moi aussi, je suis allé voir ce que l'intelligence artificielle peut faire. Et je sais que les outils ou les informations qui sont obtenues doivent être travaillées par le chercheur. Ce ne sont que des matériaux qui sont mis à disposition. Faites l'exercice. Vous questionnez l'intelligence artificielle sur une thématique, son style de réponse reste le même pour tout type d'interrogation. Mais c'est normal, c'est un robot. C'est un robot. Il est programmé pour. Donc, c'est aux chercheurs maintenant de pouvoir alimenter ce travail-là, partir de ce qu'on lui a donné, approfondir la recherche pour donner quelque chose d'objectif, de sincère justement, parce que l'originalité de la recherche, c'est la plus-value que nous apportons à la problématique que nous avons choisie. Et cela, quel que soit ce qu'on utilise, il ne faut pas qu'on le perde de vue. La deuxième difficulté que les chercheurs peuvent avoir, notamment lorsqu'on est sur des recherches en Afrique, c'est que n'oubliez pas, pour le moment, la plupart des modèles d'intelligence artificielle sur le marché sont des modèles d'intelligence artificielle qui ont été entraînés avec des données occidentales. Ce qui veut dire que lorsque vous rentrez dans une démarche d'endogénéisation du savoir en traitant des questions qui concernent notre environnement immédiat, vous n'allez pas trouver des réponses qui soient cohérentes immédiatement avec votre environnement. Donc, il faut aller continuer la recherche pour obtenir des résultats. C'est maintenant qu'on a démarré ce travail de numérisation, de collecte d'informations pour éventuellement entraîner des intelligences artificielles sur nos données. Donc, au total, pour moi, l'intelligence artificielle doit rester un outil. Le chercheur a le droit de l'utiliser de toutes les façons, on ne peut pas l'interdire, mais lorsque le chercheur utilise l'intelligence artificielle, il ne faut pas qu'il s'arrête au résultat de l'intelligence artificielle, il faut qu'il approfondisse sa recherche, il faut qu'il garde à l'esprit la déontologie du chercheur.
l'honnêteté, la sincérité. Merci. Merci, professeur. Nous allons prendre une dernière question avant de donner la parole à Madame le rapporteur. Madame Assimio Doumbori Yaya, vous avez la parole, s'il vous plaît. Madame Assimio, hein? Je crois que c'est monsieur. Monsieur Assimio, vous avez la parole. Veuillez ouvrir votre micro si vous nous entendez. Monsieur Assimio, je pense qu'il nous reviendra certainement. Nous allons passer la parole au docteur Kovi Irène Aimé à l'effet de décliner le rapport de cette session. Madame le rapporteur, vous avez la parole. Oui, alors bonsoir. Oui, je suis bien là. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous pouvons retenir au thème donc de ce webinaire qui porte sur de l'analyse à la rédaction l'intervention de deux professeurs. Le professeur Roch Ounyehé, qui est donc professeur titulaire en sciences sociales, qui nous a montré que lorsque l'on a un sujet, il faut faire un devis donc de sa recherche, et ce devis permettra donc de pouvoir présenter le titre, le résumé, l'introduction, la problématique et l'énoncé du sujet. Il faut donc décliner la méthodologie que l'on veut utiliser, à savoir l'approche, le cadre et la nature, la population, la méthode, les techniques et outils de traitement, l'entretien à faire s'il y en a, décrit également les méthodes d'analyse donc de la recherche. Au deuxième point, il nous a entretenu sur la technique de collecte des données, et à ce niveau, il faut donc faire une exploitation des documents. Et l'exploitation des documents est une technique en réalité qui permet de recueillir les informations. L'entretien comme méthode douce à travers laquelle l'enquêteur doit établir forcément la confiance avec l'enquêté afin donc de pouvoir vérifier plus tard si les informations qui lui ont été fournies étaient donc de bonnes informations. Il nous a également parlé de l'observation. Et au niveau de l'observation, il faut recueillir les aptitudes, les comportements, les constatations donc exactes de faits. Il nous a parlé de la grille d'observation qui est très importante. Au troisième point, il nous a entretenu sur l'analyse et l'intervention. Au niveau de l'analyse, il faut donc analyser les données qualitatives, à savoir les tests, les images. Et à ce niveau, il nous a décrit donc plusieurs étapes. La première étape, c'est la retranscription donc des données, le codage des informations, le traitement donc des informations recueillies, faire l'inventaire des informations, mettre ceci par écrit, obtenir les données brutes de l'enquête, mettre cette mot à mot, mais il faut donc éviter de tenir compte des discours. Il nous a également entretenu sur l'analyse des contenus, à savoir la présentation des verbatines, et il a présenté quelques verbatines. Il nous a parlé du codage des informations, les types de traitements, les traitements statistiques de données, la phase d'interprétation, le rassemblement donc des données. Et il nous a parlé donc essentiellement de deux logiciels. Le premier logiciel, Alcast, et le second, Neurotest. Il nous a dit qu'il faut donc faire une étude thématique. Et pour réussir son étude thématique, il faut donc faire une interprétation. L'interprétation, donc, à travers l'analyse de chaque thématique. Il nous a également montré quelques éléments d'interprétation que lui-même il utilise, à savoir la méthode bio-psychosociale de Hegel,
Et au 4e point, il nous a parlé donc de la rédaction. Avant d'aborder la rédaction, il faut savoir que l'on doit faire la synthèse de toutes les informations que l'on a recueillies, traiter ces informations et pouvoir mettre donc le résultat sous forme d'écrit. Et l'écrit doit être donc de façon cohérente, sans faute, dans un français soutenu. Et pour conclure, il nous a montré qu'il faut donc prioriser l'observation et l'entretien et qu'il faut faire une différence entre l'enquête qualitative et l'enquête quantitative. Quant au professeur Ayewodan Akoda, que je salue, bonsoir professeur, nous avons donc la nécessité donc de mobiliser les données, de faire une revue de littérature, de délimiter ses paramètres personnels, d'approfondir son sujet, de rechercher donc des découvertes, parce qu'il faut découvrir des éléments sur le sujet afin donc de pouvoir réussir son analyse. Et le premier contact du chercheur avec son sujet doit être fait à travers donc une documentation de qualité sur le sujet. Il faut également chercher à approfondir sa recherche en affinant, vérifier l'état de la doctrine, mais avant tout, il faut vérifier s'il existe une difficulté, parce que sans difficulté, il n'y a pas de recherche. Et comme le disait donc à la séance passée le professeur Baguidi, il faut donc identifier le malaise, parce que c'est le malaise qui permettra donc de se projeter sur la solution. Il faut chercher à résoudre donc ce malaise-là, cette difficulté, à savoir l'écart qu'il existe entre ce qui devrait être et ce qui est. Il faut donc cerner son sujet en consultant différents types d'ouvrages qui existent en droit. Parfois, certains sujets également nécessitent donc de faire une descente sur le terrain pour pouvoir collecter les données de terrain, en tenant compte parfois des mœurs, des us et coutumes, en vue de permettre qu'en réalité, la loi soit effective et qu'elle soit applicable dans la société, parce que cette étude qui aurait été faite permettrait donc à la loi d'être à la lumière donc du fait social. Il faut faire la collecte en bibliothèque, sur Internet, sur différents modules de moteurs de recherche, faire également la collecte sur le terrain, mais pour faire la collecte sur le terrain, il faut donc se référer à comment cela se fait, utiliser les outils donc qu'il faut en sciences sociales. Il y a l'exigence donc de discipline que le chercheur doit avoir et doit prendre note des références, faire une notice bibliographique, analyser la documentation réunie, respecter les exigences juridiques de présentation des ouvrages, des manuels, des articles qui ne sont pas forcément les mêmes, maîtriser les informations pour éviter le plagiat et parfois même l'auto-plagiat. Il faudrait que le travail soit réalisé dans un esprit scientifique, avoir la curiosité intellectuelle, voilà ce à quoi il nous invite surtout, ce qui nous permettrait donc de pouvoir faire des découvertes, avoir l'esprit scientifique, aimer le débat. Or, lorsque l'on dit qu'il faut aimer le débat, c'est qu'il faut aimer le contradictoire. Il faut donc une remise en cause permanente, questionner l'existant, le pourquoi, le comment, ce qui nous permet donc d'avoir l'esprit critique tout en restant honnête et loyal. Également, au cours de nos recherches et au cours des lectures, il faut pouvoir rechercher l'accroche possible pour son sujet, les références de premier rang pour permettre de faire une analyse double. L'analyse documentaire, ce qui permettrait de pouvoir extraire l'idée maîtresse, la problématique de la recherche qui doit toujours être à l'esprit donc du chercheur afin qu'il ne puisse pas quitter sa ligne directrice par rapport donc à son sujet. Il faut analyser les notes qu'il a eu à obtenir, ce qui permet de présenter les grandes lignes, les idées maîtresses, collectionner les différents éléments qu'il faut, analyser la documentation, analyse des données de terrain, si il y en a, se référer donc à la méthodologie en sciences sociales, asseoir l'architecture donc de son travail. Et si l'on assoit l'architecture de son travail, c'est que cela permettrait donc de pouvoir savoir quel est le plan qu'il faut adopter. C'est vrai qu'en droit, on nous parle du plan bipartite qui est recommandé. Et si l'on veut être loin, il faut donc utiliser ce plan bipartite. Mais il faut quand même noter qu'il y a des sujets
qui ne permettent pas donc de les traiter en tenant compte du plan bipartite. Et alors, on pourrait avoir plus de 2 parties. Et la confession donc du sujet va amener donc vers la rédaction. Et pour pouvoir rédiger, il faut d'abord faire une analyse et l'évaluation de la documentation. Et si elle existe, elle est consistante et qu'elle est appropriée par rapport au sujet, cela permettra donc de faire la construction d'un plan, un plan qu'il faut donc habiller pour donc finir par faire la rédaction proprement dite donc de son sujet. Ensuite, nous avons eu une série de questions qui nous a permis, très enrichissant, il faut le dire, qui nous a permis de mieux comprendre la technique de l'analyse à la recherche. Et puis, l'intelligence artificielle et les dangers qu'il présente ont été mis à nu pour permettre à l'ensemble donc de la communauté qui est en train de nous suivre qu'il faut utiliser en réalité l'intelligence artificielle de manière intelligente, qu'il faut l'utiliser certes pour approfondir donc sa recherche, mais qu'il faut donc rechercher à tout prix l'originalité, car l'originalité c'est ce qui nous reste après avoir donc fait un travail de recherche. Je vous remercie. Merci infiniment, Madame le rapporteur, pour ce rapport complet sur tout ce qui a été dit, y compris les interventions, les questionnements, mais aussi les réponses qui ont été apportées durant tous nos échanges. Je pense humblement que nous avons 1 minute après achevé notre séance de ce jour portant sur l'analyse à la rédaction. Et j'ose espérer que tous les participants à cette séance ont été satisfaits de la part des interventions, mais aussi des échanges qui ont pu affiner les esprits, mais aussi répondre aux différentes interrogations des uns et des autres. Nous remercions infiniment le professeur Roch Ounyingi pour sa présentation. Malheureusement, il n'a pas pu être avec nous pour achever cette séance. Nous savons pouvoir compter sur lui la prochaine fois, soit le vendredi prochain. Nous remercions également le professeur Akoda qui, en dépit de son agenda chargé, a cru bon de devoir rester avec nous jusqu'à la fin de ces échanges. Nous disons également nos remerciements à AKI Librairie, représenté par le docteur Padonou Armand, pour l'organisation de cette série de webinaires.